commencer de manière extrêmement simple. D'accord. Qu'est-ce que le transhumanisme? D'accord. Depuis combien de temps est-ce que vous vous y intéressez? Oui. Et en quoi il y a un intérêt pour la franc-maçonnerie à ce sujet? D'accord, donc j'ignore si on m'entend. Ça marche? Donc qu'est-ce que le transhumanisme? J'ai un micro là, donc je ne veux pas l'arsener. Voilà. Qu'est-ce que le transhumanisme? C'est une idéologie, hein, j'utilise le terme idéologie, qui vise à produire un être humain transhumaniste, c'est-à-dire un post-humain en utilisant toutes les ressources que la technologie donne aujourd'hui, considérant que l'être humain tel qu'il est aujourd'hui et tel qu'il a été conçu par la philosophie classique de la Renaissance du XVIIe, du XVIIIe siècle, est un être humain qui est dépassé. Il faudrait donc viser le post-humain. Et pour viser le post-humain, il y a la possibilité d'utiliser toutes les ressources que la technologie exceptionnelle, les très hautes technologies nous donnent aujourd'hui, les nanotechnologies, les biotechnologies, etc. Et par conséquent, c'est une vision du monde du futur. C'est une vision de l'être humain, c'est une vision du monde du futur. Il y a une véritable rupture avec le transhumanisme qui pourrait être prise en compte dans les modèles qui ont été établis par l'économiste russe Kondratiev. Il y a des innovations de rupture qui conditionnent la vie des êtres humains sur 30, 40 ou 50 ans, et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Alors depuis quand je m'intéresse au transhumanisme, j'ai dans ma carrière professionnelle beaucoup travaillé aux États-Unis, côte Est et côte Ouest, et notamment donc côte Ouest, la Californie, Los Angeles, San Francisco, et j'ai vu arriver le transhumanisme dans les années 80-90, où il était en train de monter en puissance, incontestablement, et cette montée en puissance s'est faite en s'appuyant sur les recherches et la parole d'un certain nombre de scientifiques de très haut niveau, l'université Stanford, etc., etc. Et par conséquent, c'est véritablement un mouvement de fond, et il m'intéresse depuis cette période. Donc je suis cela depuis cette période, et en termes de réflexion et de philosophie des sciences, c'est un mouvement tout à fait intéressant à suivre. Et puis alors, troisième question, c'était quel rapport avec la franc-maçonnerie? Dans transhumanisme, il y a la volonté de rupture, trans ou post-humain, et puis il y a humanisme. Or, l'humanisme est un domaine qui intéresse évidemment les maçons de toute obédience, frères et sœurs confondus, quelles que soient les obédiences, tout simplement parce que nous sommes attachés à un certain nombre de ces valeurs humanistes qui nous ont été léguées par... L'humanisme n'est pas une invention des maçons, l'humanisme existe depuis les Grecs, mais ne s'appelait pas comme ça, parce que chez les stoïciens grecs et le cosmocentrisme des Grecs, il y a déjà la volonté de considérer les êtres humains comme faisant partie d'une même famille, à l'intérieur d'un cosmos organisé, harmonieux. Il y a le théocentrisme de saint Augustin, mais il y a surtout la rupture de la Renaissance avec un texte essentiel qui est le texte De Dignitate Hominis, de la dignité de l'être humain, de Jean-Pic de la Mirandole, qui considère que le libre arbitre, c'est la vraie merveille. Le libre arbitre, voilà la vraie merveille qui permet à l'être humain de terminer sa conception comme un sculpteur, dit-il. Hein, c'est son texte, si vous voulez. Évidemment, ça lui a mis l'Église à dos, hein, parce que l'Église n'aime pas entendre parler de ce genre de choses. Et puis, cet anthropocentrisme de Pic de la Mirandole, suivi par le cogito de Descartes, hein, je pense, donc je suis moi-même en tant qu'être humain la possibilité d'une création de valeur, car l'être humain a une dignité, et sa dignité fait de lui une source de sens et de valeur. Cette rupture anthropocentrique, c'est la véritable origine de l'humanisme moderne. On ne va pas s'étendre plus longtemps là-dessus, mais nous sommes attachés à toutes ces valeurs de dignité et de respect des êtres humains. Voilà. Donc le rapport avec le transhumanisme est le suivant. Le transhumanisme est en train de bousculer ces valeurs. Et par conséquent, cela nous interpelle. Et nous souhaitons y réfléchir dans le cadre de nos réunions organisées, les tenues maçonniques, etc., etc. Voilà. Alors, une autre question qui suit cela, c'est... Alors, est-ce que c'est une idéologie? Est-ce que c'est un effet de mode? Oui. Ben, entre les deux. Alors, oui, alors effectivement, on pourrait considérer que ce serait un effet de mode si ça ne durait pas déjà depuis 30, 40 ou 50 ans. Or, c'est le cas. Si ce n'était qu'un effet de mode, ça serait parti probablement comme toutes les modes à un moment à la poubelle, éventuellement pour revenir ensuite, mais c'est plus qu'un effet de mode, et personnellement, et je ne suis pas le seul à le penser, je pense que c'est une idéologie car c'est une vision du monde. Cette vision du monde s'appuie sur des dogmes
et sur un certain nombre de valeurs. Alors quels sont les dogmes transhumanistes? Le dogme principal, celui dont les autres découlent, c'est que l'être humain n'est plus seulement un objet de recherche, comme il a été livré par la philosophie classique. La philosophie classique a considéré l'être humain comme un objet de recherche, et tant mieux, parce que c'est ce qui a permis, à l'humanité de faire les exceptionnels progrès dans tous les domaines, la médecine notamment, qui fait qu'aujourd'hui nous vivons dans un confort inégalé dans l'histoire du monde, même s'il est inégalement réparti. Et tant mieux si la science a fait de l'être humain un objet de recherche. Mais le transhumanisme est en train de considérer l'être humain non plus seulement comme un objet de recherche, mais comme un produit industriel que l'on pourrait éventuellement transformer, améliorer et manipuler à sa guise. Et par conséquent, cette idéologie qui a cette vision du monde s'appuie sur un certain nombre de valeurs, et ces valeurs sont pour l'essentiel les valeurs qu'on trouve dans l'ultralibéralisme américain, et qui sont des valeurs de rentabilité, efficacité, efficience. Efficacité, atteinte des objectifs. Efficience, optimisation des moyens mis en œuvre de façon à obtenir le plus avec le moins. Voilà. Donc on est là dans un système extrêmement rentable, et selon la formule que vous connaissez peut-être, qui est une formule anglo-saxonne, en marketing stratégique, le winner takes all. Le gagnant rafle tout. C'est-à-dire que le premier arrivé sur le marché et qui maîtrise le marché, c'est le patron du marché. Voilà. Donc the winner takes all, lorsqu'on voit comment fonctionnent ces valeurs dont je viens de parler, qui sont des valeurs de rentabilité, et que cela fonctionne par l'association, alors c'est une association qui n'est pas spécifique au transhumanisme, mais qui est une association spécifique à tous les systèmes économiques qui marchent, c'est l'alliance objective, efficace et efficiente des laboratoires de recherche, des politiques et des investisseurs. Lorsque vous réunissez ces trois-là, vous êtes dans un triangle qui est le triangle de la rentabilité absolue. Quand on dit winner takes all, ça signifie que les labos veulent que ça gagne, que les politiques veulent que ça gagne et que les investisseurs également veulent que ça gagne. Et vous connaissez là également peut-être cette formule anglo-saxonne. We want a double-digit net profit. Nous voulons un profit net à 2 chiffres. Double-digit net profit. Nous voulons un profit net à 2 chiffres. Autrement dit, les gens qui investissent là-dedans le font pour gagner. Et je donne un chiffre, et on peut passer à la question suivante, pardon. En 2013 ou 2014, les actifs nets de Google dans les sciences de la vie s'élevaient à environ 10% ou 12% de l'ensemble des actifs nets de Google. En 2019, c'est 55%. C'est-à-dire que Google, qui est le moteur de recherche, que tout le monde connaît, investit 50% de ses actifs nets dans les sciences de la vie qui n'ont rien à voir simplement avec un moteur de recherche. Autrement dit, c'est le marché du futur. Voilà. Alors, suite à ce qui vient d'être dit, la question qui vient, ce serait, est-ce que c'est un complot international auquel nous ne pourrons pas faire face? Est-ce que c'est une convergence d'intérêts uniquement? Un peu des deux? Ou non? Alors, un complot international. Si le transhumanisme était un complot international, ça signifierait qu'il faudrait qu'un certain nombre d'instances différentes, se donnant les mêmes objectifs, se réunissent dans une structure transnationale ou supranationale pour viser ensemble, donc toutes ces instances différentes, viseraient ensemble un même objectif et un même résultat. Ce serait quelque chose de l'ordre équivalent du complot judéo-maçonnique, vous voyez ce que je veux dire? Et donc moi je ne crois absolument pas à ce genre de thèse, ni à celle du complot judéo-maçonnique, ni à celle du complot transhumaniste. En revanche, vous dites convergence d'intérêts, et vous avez raison, je crois, et je pense que c'est même plus efficace lorsqu'il y a convergence des intérêts, car lorsqu'il y a convergence des intérêts, il y a également compétition entre les parties. Autrement dit, les intérêts de différents acteurs convergent et ils vont tous pousser dans le même sens. Alors j'ai cité les labos tout à l'heure, j'ai cité les labos, j'ai cité les politiques, j'ai cité également les investisseurs. Et lorsqu'il y a convergence d'intérêts, il se crée un dynamisme compétitif qui fait que, comme chacun veut arriver le premier, la stimulation de la recherche est absolument exceptionnelle. Lorsque vous comparez la recherche des pays anglo-saxons et la recherche dans un pays comme la France, par exemple, avec des instances éminentes, que tu connais Pascal, le CNRS, l'INSERM pour la médecine, etc.,
qui sont financés globalement sur fonds publics, on sollicite les chercheurs en les mettant devant quelque chose comme une obligation de moyens, mais pas forcément de résultats. Évidemment, si les moyens et les résultats peuvent coïncider, c'est tout gagnant. Simplement, lorsque vous êtes dans la recherche privée, comme aux États-Unis, eh bien à ce moment-là, vous êtes tenu à une obligation de résultat, parce que ceux qui investissent dans la recherche veulent du double digit net profit. Et par conséquent, je vais donner un exemple que vous connaissez peut-être, l'université Carnegie Mellon de Pittsburgh, en Pennsylvanie. Carnegie Mellon, c'est à la fois une des plus grandes universités, alors une très grande université américaine, et en même temps des labos de recherche extrêmement performants. Carnegie Mellon, c'est plusieurs prix Nobel. C'est plusieurs prix Turing. Le prix Turing, c'est l'équivalent de... Ça fait référence à Alan Turing, donc l'informaticien. Le prix Turing, c'est l'équivalent du prix Nobel pour l'informatique. Et puis, il y a des médailles Fields un peu dans tous les coins. Bref, ce sont des gens ultra, hyper pointus. Mais quand ces gens la cherchent, c'est pour trouver du résultat, parce que derrière, il y a une pression des investisseurs qui veulent y arriver. Et dans la pression des investisseurs, il y a notamment la DARPA américaine, qui est Defense Advance, etc. En gros, la DARPA, c'est le laboratoire de recherche de pointe de la défense américaine. Lorsque tous ces gens-là font pression sur les chercheurs pour qu'ils y arrivent, forcément, à un moment, ils y arrivent. Autrement dit, je crois que convergence d'intérêts, c'est peut-être plus efficace au sens de la rentabilité économique qu'un simple complot, parce que dans les complots, les gens passent surtout du temps à se canarder les uns les autres, alors que dans une convergence d'intérêts, ils sont dans une sorte de compétition qui fait que, comme le premier rafle tout, eh bien, on va beaucoup plus vite, et Pascal Pic nous parlera tout à l'heure des résultats auxquels ils sont arrivés en matière d'intelligence artificielle qui sont extraordinaires. Donc convergence d'intérêts et non pas complot, je n'y crois pas, personnellement. D'accord, alors on va passer à autre chose. Les NBIC, les nanotechnologies, la biologie, Oui. l'information au sens digital et numérique qui envahit tous les secteurs, ainsi que les sciences cognitives. Les sciences cognitives, avec pour le C, NBIC, Oui. donc voilà l'acronyme. Donc, de quoi s'agit-il vraiment ? Oui, alors vous faites bien de citer ces sciences, alors qu'ils sont des sciences de pointe, hein, évidemment. Nanotechnologie. Le nano, c'est la maîtrise de la grandeur 10 puissance moins 9. Autrement dit, 10 puissance moins 9, c'est le milliardième de mètre. Aujourd'hui, on réfléchit, on conçoit et on produit des nanorobots de l'ordre du milliardième de mètre qui seront en mesure d'intervenir dans le corps humain. Bref, c'est à la fois un fantasme, mais ça devient une réalité incontestablement. Et la maîtrise du nano et des nanotechnologies, évidemment, c'est un élément important pour ces technologies du futur. Alors, vous parlez de convergence technologique, oui, en effet, parce que les nanos convergent dans leur recherche avec les biotechnologies. Alors les biotechnologies, on peut donner quelques exemples. Les biotechnologies, en gros, c'est le travail sur le génome et sur la génétique, sur le génome humain. Et il existe aujourd'hui, aux États-Unis, un groupe qui travaille sur la mise au point de la synthèse de l'ADN, autrement dit de l'ADN synthétique. Les recherches devraient aboutir dans les années 2025 ou 30. Un groupe travaille spécifiquement là-dessus, dans le cadre de recherche privée financée par du privé. Et par conséquent, ça signifiera que, là, on commence à voir les problématiques qui se posent. Le jour où on arrivera à la mise au point d'un ADN de synthèse ou artificiel, on l'appelle comme on veut, c'est pas exactement la même chose, mais peu importe. La question se posera de savoir si ce qui sortira du tube à essai pourra être considéré comme un être humain ou comme un objet ou un produit industriel. Voilà à peu près vers quoi on va, si vous voulez. Par conséquent, les paramètres de cet ADN artificiel étant manipulables à merci, pourront produire tel ou tel autre type. Bref, on va arriver aux chimpanzés du futur, ou peut-être à autre chose, puisque je fais référence à ton livre. Donc, nano et bio. Ensuite, les sciences de l'information, bien entendu. Alors là, les sciences de l'information, c'est tout ce qu'on connaît de l'informatique, mais pas seulement.
En gros, les sciences de l'information, c'est quoi? C'est la collecte, le stockage, la sélection, le restockage et la diffusion de données sélectionnées. Et puis, on évoque également les sciences cognitives, la manière dont l'être humain fabrique ses connaissances, ses valeurs. Quand on parle de convergence technologique des nano, bio, sciences de l'information et sciences cognitives, on n'évoque pas seulement ces 4 types de recherche à part les uns des autres, mais on les évoque plutôt dans le cadre de ce que des chercheurs dans les années 90-95 ont produit le concept de fertilisation croisée. La fertilisation croisée, c'est quoi? C'est, en matière de recherche, une recherche qui, se définissant dans un champ, est connectée et en interaction avec d'autres champs, et les progrès de chacun de ces champs enrichissent les champs qui se trouvent à proximité. Autrement dit, là, quand on dit nano, bio, NBIC, on n'est plus dans l'ordre de la multiplication, on est dans l'ordre de... On n'est plus seulement dans l'ordre de l'addition, mais on est dans l'ordre de la multiplication des connaissances. Autrement dit, chaque progrès dans un domaine, dans la mesure où nous sommes dans un système, va engendrer des progrès dans le domaine connexe. Et donc ces développements se font de manière extrêmement rapide, ont une influence sur les résultats qui seront évoqués tout à l'heure par Pascal Pic, et par conséquent, c'est une connexion inusitée dans l'histoire du monde. Alors, c'est pas pour ça que c'est une catastrophe, bien entendu, mais effectivement, les nano-biotechnologies, sciences de l'information et sciences cognitives, sont en train de produire, en réalité, ce n'est plus seulement de la technologie, c'est la production d'un monde nouveau, incontestablement. Alors, si on parle d'un monde nouveau, on voit bien qu'on va vers ce qu'on appelle l'homme augmenté, mais on a tous été augmentés, puisque vous portez des vêtements, nous avons des lunettes, nous avons des tas d'objets qui nous permettent en termes de fonction d'aller bien plus loin que notre propre capacité physiologique. Oui. Ce qui va se passer, d'après ce que vous nous dites, c'est effectivement une singularité particulière qui est de changer complètement, mais vraiment de manière assez drastique, assez irrémédiable, la façon dont les gens peuvent vivre longtemps ou pas, modifier leur gène ou pas, et en même temps, on va avoir une position qui est intenable au niveau éthique, il me semble. Donc comment peut-on aborder ce type de problème? Oui, alors je reviens brièvement sur un terme que vous avez cité, qui est le terme de singularité. Parce que dans l'idéologie du transhumanisme, il y a 2 choses. Le terme de singularité a un sens en mathématiques, on laisse de côté. En revanche, en matière de transhumanisme, le terme de singularité, qui est utilisé par l'ensemble des gourous. Alors, les gourous sont peut-être connus. Il y a Raymond Kurzweil, il y a Kevin Warwick. Alors, d'ailleurs, Kevin Warwick est celui dont tu t'inspires dans le titre de ton ouvrage, puisque Kevin Warwick est l'auteur de cette formule. Le transhumanisme, l'intelligence artificielle, tout ce qui tourne autour de ça, va nous faire rentrer dans un monde nouveau. Et idéalement, il faut l'accepter. Et ceux qui n'accepteront pas ce monde nouveau, ces transformations, cette possibilité pour la technologie de modifier et d'augmenter l'être humain, sa formule est... Je crois d'ailleurs que Ken Warwick est un des vice-présidents de Carnegie Mellon. Il l'a été, voilà, c'est ça. Kevin Warwick dit la chose suivante: le transhumanisme nous ouvre les portes d'un monde nouveau. La technologie va permettre de modifier la nature profonde de l'être humain. Autrement dit, ce n'est plus seulement de la mécanique qu'il est question, de la mécanique comme on peut la trouver dans le domaine médical, si vous voulez. On va pouvoir toucher éventuellement la conscience de l'être humain. Je pense au film Matrix 1, où il y a un téléchargement de conscience pour entrer dans un monde virtuel. Et Kevin Warwick dit la chose suivante: ceux qui accepteront cette technologie deviendront les patrons de ce monde du futur, et ceux qui ne l'accepteront pas deviendront les chimpanzés du futur. Quand quelqu'un produit cette idée-là, vous êtes peut-être d'accord ou pas avec moi, mais c'est autre chose qu'une simple mode. Et donc c'est une idéologie. Et, pardon, je termine sur l'idée de singularité. L'idée de singularité, c'est le moment, alors ce sera développé par Pascal Pic, je pense tout à l'heure. L'idée de singularité, définie par Ray Kurzweil, c'est le moment dans l'histoire où l'intelligence artificielle deviendra supérieure, plus rapide et presque plus créative que l'être humain.
Donc la singularité technologique, c'est de ça qu'il s'agit. Et dernière remarque, pardon, je termine par une dernière remarque. Il y a eu au départ un vrai problème d'acceptabilité sociale. C'est-à-dire l'acceptabilité sociale, c'est la manière dont le corps social reçoit des innovations technologiques, par exemple. Il peut y avoir un problème d'acceptabilité sociale. Aujourd'hui, quand vous parlez de manipulation du génome, il y a un problème d'acceptabilité sociale, parce que ça suscite, à juste raison, des réactions, incontestablement. Et la WTA, World Transhumanist Association, qui a été créée à la fin du XXe siècle, a été obligée de transformer son nom en Humanité Plus, car elle s'était rendue compte que World Transhumanist Association connotait trop de charges négatives qui commençaient à nuire à sa notoriété. Et donc le choix a été fait par les leaders de ce mouvement de transformer le nom WTA en Humanity Plus. Tout à fait entre nous, c'est un marketing hyper performant, parce que qui peut être contre Humanité Plus? Humanité Plus, tout le monde est d'accord, vous comprenez ce que je veux dire? Et par conséquent, en parlant de singularité et de la WTA, on est dans un domaine tout à fait exceptionnel, et puis ça va avoir des impacts éthiques évidents. Tout à fait, donc c'était un peu fait exprès, donc merci pour les réponses. Donc, effectivement, alors, on voit bien qu'il y a quand même une vision tout à fait internationale de ces effets-là. J'allais dire, et la France dans tout ça. Pardon, et là? La France dans tout ça. Ah oui, d'accord, oui. Alors la France dans tout ça. On est très bon sur des tas de sujets, mais est-ce qu'on est capable d'aborder ce type de réflexion? Oui, alors, effectivement, alors je dirais qu'on peut faire une réponse à deux niveaux, un niveau économique et puis un niveau faisant référence aux capacités des chercheurs, français. Alors, les capacités des chercheurs français sont réelles. Je vais citer un exemple que vous connaissez peut-être. Emmanuel Charpentier a obtenu il y a maintenant 6-8 ans, en 2012, le Breakthrough Prize, c'est-à-dire elle a obtenu le prix pour une innovation de rupture. C'est d'ailleurs intéressant de voir que les anglo-saxons considèrent que quand il y a une rupture et qu'on défonce les codes existants, on mérite d'être salué. Et je suis personnellement assez d'accord avec cette idée, mais en même temps, dans l'idée de breakthrough, il y a l'idée d'une certaine violence faite au réel. Vous comprenez ce que je veux dire, qui nous interpelle forcément. Et elle a obtenu cette récompense suite à sa mise au point d'un système de séquençage du génome dont l'acronyme est absolument catastrophique, il n'y a franchement pas à le retenir, c'est CRISPR-Cas9. Bon, c'est aussi beau que les acronymes que vous avez cités tout à l'heure. Voilà. Et elle a obtenu ce Breakthrough Prize pour ce système de séquençage avec une américaine, Jennifer Doudna, qui travaille avec elle. Et le séquençage du génome, ça date maintenant d'il y a 40 ans ou 45 ans, 70, 75, 80. Simplement, la différence entre ce qu'elle a mis au point avec son CRISPR-Cas9 par rapport au séquençage antérieur, c'est que ça coûte beaucoup moins cher et que ça va beaucoup plus vite. Or, comme ça coûte beaucoup moins cher et que ça va beaucoup plus vite, tout le monde se jette dessus et tous les investisseurs y sont. Et donc, Emmanuel Charpentier est une biologiste issue des belles et grandes écoles françaises de recherche. Et donc, est-ce que les Français sont dans le coup? On pourrait citer d'autres exemples, mais je cite celui-là pour avancer. Donc, ça, c'est un premier point. Mais, lorsque vous évoquez la France dans tout ça, vous êtes obligé de mettre les choses un peu en perspective par rapport à, je dirais, un écosystème, un système économique global. Le PIB mondial, produit intérieur brut, mesuré par... Alors, le FMI, la Banque mondiale, l'ONU ne sont pas tous d'accord, ils ont des résultats qui varient de 3 à 4% éventuellement, mais le PIB mondial, c'est-à-dire la production de richesse au niveau mondial, c'est 85 000 milliards de dollars. Fois 0,9, ça fait 77 000 environ, 1000 milliards d'euros. Mais on va rester sur les dollars, c'est plus rapide. Dans cette production mondiale de 85 000 milliards de dollars de PIB,
les États-Unis en représentent 21 000 milliards, c'est-à-dire le quart, ou à peu près. On imagine bien que la puissance d'un pays qui développe un PIB équivalent à 25% du monde, de ce qui se passe dans le monde, c'est une puissance incommensurable. Les Chinois arrivent juste derrière, et c'est la guerre entre eux. C'est la guerre entre eux. Entre les Chinois et les Américains, parce que les Chinois sont environ à 13-14 000 milliards de dollars. Les Japonais tournent à 5 000, les Allemands à 4 000, les Français, les Anglais, enfin le Royaume-Uni tourne aux alentours de 2005-2006 milliards de dollars. Nous sommes dans des entités qui développent un PIB de 2600 milliards de dollars. En face, il y a des gens qui pèsent 8 ou 9 fois plus. Il va de soi que quand les Américains investissent dans le domaine de la recherche, ça pèse un autre poids qu'un pays comme la France. Alors, on pourrait dire, et à juste raison, ah oui, mais il ne faut peut-être pas regarder ça au niveau de la France, il faut raisonner au niveau de l'Europe. Alors on a sûrement raison, le problème c'est que l'Europe est tellement désorganisée dans ce domaine que franchement, les Chinois et les Américains, ils rigolent. Et si vous prenez Kai-Fu Lee, qui est un industriel taïwanais en pointe sur les questions d'IA notamment, mais pas seulement, Kai-Fu Lee, il dit l'Europe a déjà perdu la guerre parce que quand les Américains, non sa formule, c'est quand il y a une innovation, les Américains investissent, les Chinois copient et les Européens produisent des normes. Et c'est évidemment un peu caricatural, si vous voulez. Mais il est vrai qu'en gros, on pourrait résumer de manière un petit peu agressive et caricaturale et ironique. Les Américains ont Google, nous on a la CNIL, hein, si vous voulez. Voilà. Et on peut ajouter maintenant, depuis quelques années, la RGPD, hein, Réglementation Générale de Protection des Données. Alors on est attaché à la protection des données, mais les Chinois, quand ils voient la RGPD, ils se frisent la moustache. Enfin, il y a peu de Chinois moustachus, mais ça les fait rigoler, quoi, si vous voulez. Et par conséquent, effectivement, c'est un vrai problème. Ça va nous entraîner sur d'autres chemins, mais par contre, il est clair que aussi, peut-être le petit complément par rapport à la Chine, la Chine, elle a un peu plus d'1,3 milliard, 1,4 milliard, enfin, ils ne savent pas trop à 200-300 millions. Non, c'est difficile. Mais globalement, ils ont un terrain d'expérimentation sur les datas en termes de retour de données qui est extrêmement important. Ah oui, c'est clair. Ce que nous n'avons pas. Ouais. Ce que n'ont pas trop les États-Unis, mais qu'ils ont de toute façon. Mais c'est surtout ça qui fait la différence par rapport au traitement des algorithmes. Et donc, ça va investir l'ensemble des secteurs d'activité. Bien sûr. Ça veut dire tous les secteurs, hein, quels qu'ils soient, dans le domaine, l'immobilier, la santé et autres. Et ça va augmenter énormément par rapport aux Chinois leur avance technologique sur certains de ces secteurs. C'est clair. De la même manière qu'ils ont lancé, enfin je donne un petit complément, ils ont lancé dernièrement, on est en 2020, c'est-à-dire depuis 4 ans, des satellites par rapport à la réflexion sur les ordinateurs quantiques. Et la façon de programmer nouvelle des ordinateurs. On est déjà dans des langages de 6e ou 7e génération. Donc, va se poser un grave problème qui va arriver dans le grand public au niveau de la société. Quel niveau d'acceptation va-t-on avoir? De quelle éthique parle-t-on? Et comment va-t-on faire pour aller un petit peu plus loin? Je pense qu'on aura des réponses aussi tout à l'heure sur ces réflexions-là. Sachant que le futur n'est pas connu, personne ne peut savoir, mais on a quand même quelques pistes. Est-ce qu'on peut développer un petit peu cette problématique éthique et internationale? Oui, alors juste une information, vous évoquez le... on m'entend au fond? Très bien. Oui. Vous évoquez l'ordinateur quantique, vous savez, Thierry Breton a été nommé à la Commission européenne récemment, mais il était patron de Atos, et Atos travaille sur l'ordinateur quantique, et l'objectif de l'ordinateur quantique, c'est d'être capable de traiter 40 zeta-octets de données, c'est-à-dire 40 zeta-octets, ça signifie 40 000 milliards de milliards. C'est pas 40 000 milliards, c'est 40 000 milliards de données. L'efficacité de l'ordinateur quantique devrait en principe permettre de trouver l'équivalent d'une pointe d'épingle dans ces 40 000, enfin dans ces 40 zeta-octets. Oui. Donc effectivement là, je parlais tout à l'heure de fertilisation croisée des connaissances. Alors vous dites, est-ce que ça interpelle l'éthique et la morale? C'est ça votre... Oui, c'est l'idée de l'acceptation sociale. Oui, alors l'acceptation sociale. Alors l'acceptation sociale, elle est portée, influencée par
je dirais, la vision que l'on peut avoir de l'éthique ou de la morale d'une société. Et dans l'idée d'acceptation sociale, il y a l'idée de qu'est-ce qui est acceptable sur le plan technologique. Alors, sur le plan technologique, ce qui est acceptable, j'ai tendance à faire référence à ce qu'on appelle le principe de Gabor, ou la loi de... C'est plus un principe qu'une loi, encore que, par rapport à une théorie, une loi se vérifie dans 100% des cas. Alors que la théorie peut aller jusqu'à 99%. Ça peut être une loi. Denis Gabor est un prix Nobel des années 70, prix Nobel de chimie, qui est l'auteur d'une formule. Alors je cite l'esprit sinon la lettre, parce que ce n'est pas exactement sa formule, mais c'est en gros. Tout ce qui est faisable techniquement sera un jour réalisé. Ça ouvre un monde. Tout ce qui est faisable techniquement sera un jour réalisé. Autrement dit, selon Gabor, toutes les manipulations auxquelles on va parvenir par maîtrise technologique, je fais référence à René Descartes dans le discours de la méthode 1637, le savoir, dit-il, le savoir est destiné à nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Comme maître et possesseur de la nature. Donc, si tout ce qui est techniquement réalisable sera un jour réalisé, eh bien, il y a une percussion avec des normes éthiques. Pour quelle raison? Eh bien, parce que la technologie, dans ce cas-là, instrumentalise complètement le réel. Et l'être humain fait partie du réel. Et par conséquent, la technologie peut instrumentaliser l'être humain. Et... en allant un tout petit peu plus loin, si on peut instrumentaliser le réel, on est obligé de se poser la question telle que le philosophe allemand Martin Heidegger l'a posée. Il dit, dans un texte de 1953 sur l'essence de la technique, etc., il dit quelque chose de ce genre-là. En réalité, l'essence, le fondement, la cause ultime de la technique, ce n'est pas la technique. L'essence de la technique est métaphysique, c'est-à-dire que c'est une vision du monde. Voilà ce qu'il dit. Autrement dit, lorsqu'on porte la technique aussi haut que nos sociétés le font, et encore une fois, dans bien des cas, on peut s'en réjouir, car la médecine, etc., permet de mieux traiter. Mais cela passe quand même un message. Et le message, il est le suivant. Et là, je vais passer de Heidegger à une préoccupation quotidienne qui est probablement une de celles que nous partageons tous. Lorsqu'on instrumentalise le réel, et par conséquent, le minéral, le végétal et le vivant. Lorsqu'on instrumentalise le réel vivant, eh bien, on arrive, et pardon là, je viens de parler de Heidegger, mais là ça devient très prosaïque, et pourtant c'est le réel, ça. On arrive aux batteries dans lesquelles on élève des poules sur 50 cm². Ça, c'est une instrumentalisation du vivant. L'objectif seul de cette batterie d'élevage, c'est la rentabilité, efficacité, efficience. Et par conséquent, la question de la maltraitance ou du bien-être animal ne se pose plus. Pourquoi? Parce que la vision technique a pris le pas sur toute autre vision du monde. Et ça pose un problème éthique. C'est évident. Autrement dit, la technologie dont nous pouvons nous réjouir tous les jours des progrès qu'elle peut faire, peut être également, dans le cadre d'une vision philosophique ou métaphysique du monde, être générateur de dysfonctionnements et de dégâts et de dommages qui ne sont même pas collatéraux, absolument extraordinaires. Voilà. Donc, problème d'acceptabilité sociale. Alors, nous sommes aussi des batteries de poulets sur nos quelques milliards de kilomètres carrés en termes de consommateurs, en termes d'information. Nous sommes orientés. Donc, le degré de liberté dans lequel on essaie d'avancer, on pourrait le rapprocher aussi d'une autre réflexion. Et peut-être on va aller un peu plus loin dans ce cadre-là, puisque c'est un petit peu vers la césure que l'on peut mettre en œuvre. La franc-maçonnerie dans tout ça. La franc-maçonnerie est interpellée dans la mesure où la franc-maçonnerie, toute obédience confondue, a un certain nombre de principes en commun. Les obédiences ont un certain nombre de principes en commun qui renvoient à cette idée que je citais tout à l'heure de Jean-Pic de la Mirandole, qui est la construction de l'être humain et la manière pour lui d'élaborer sa liberté. La liberté de l'être humain est-elle absolue? Évidemment non, nous sommes tous traversés par des déterminations sociologiques, économiques, politiques, psychologiques, etc.
et sans faire référence à Bourdieu, bref, il y a des déterminations. Nous sommes traversés par ces déterminations. Notre liberté n'est pas absolue, elle est relative, mais elle peut faire l'objet d'une élaboration et d'un effort. Et la question, par conséquent, est la suivante. Cet effort que nous faisons, et c'est un effort difficile à réaliser, pour parvenir à plus de liberté en nous-mêmes, de manière à nous exprimer de façon plus libre que simplement en référence aux déterminations qui nous traversent. Ces déterminations, nous les connaissons. Elles sont théorisées, pas seulement par lui, mais notamment par Freud, qui considère que nous vivons notre vie dans une sorte d'architecture de pulsion dont nous ne sommes pas les concepteurs ni les constructeurs, mais à l'intérieur desquels nous nous déplaçons sans en avoir toujours réellement conscience. Voilà à peu près ce que dit Freud, si vous voulez. Or, nous voulons élaborer une liberté. Cette liberté est relative, elle n'est pas absolue, mais la question se pose lorsque le transhumanisme, par cette convergence d'intérêts que nous avons citée, et non pas ce complot, cette convergence d'intérêts, aura réussi à faire passer un message du type les êtres humains ont intérêt à se servir de toutes les ressources de la technologie pour ne pas devenir les chimpanzés du futur, référence à Kevin Warwick. La question va se poser, et je vais citer 2 ou 3 exemples. Si l'être humain, dans 20 ans, 30 ans, est l'objet d'un plan qui vont lui permettre de réguler son humeur, parce que c'est possible ça. Réguler l'humeur, c'est, je dirais, on peut faire alterner entre l'euphorie et la dépression un être humain uniquement par des médicaments, aujourd'hui déjà. Donc ça va, c'est quelque chose qui va s'améliorer. C'est un être humain qui va prendre un statut d'objet ou de produit industriel. Les questions qui vont se poser sont les suivantes. Je n'ai évoqué peut-être une déjà tout à l'heure. Si on synthétise l'ADN, ce qui sortira du tube, sera-t-il un produit ou un être humain? Numéro 1. Numéro 2, le penseur que vous connaissez peut-être, Jacques Ellul, qui est un penseur remarquable, qui a travaillé dans les années 60, 70, 80, et qui a vu arriver les choses. Il écrit d'ailleurs le bluff technologique, le système technicien. Bref, il se pose ces questions-là. En philosophe, il se pose ces questions-là. Il dit en gros, dans le futur, nous aurons le choix entre 2 choses. Et il n'avait pas vu arriver, lui, le transhumanisme. Parce qu'il réfléchit avant cette période-là. Il dit en gros, dans le futur, l'être humain aura le choix entre être remplacé par un robot, et c'est déjà fait dans un certain nombre d'entreprises ou d'institutions, ou bien être hybridé à une machine. C'est-à-dire qu'il sera hybridé à une machine qui deviendra plus humaine et lui deviendra plus machinal, si je puis dire. Eh bien, la production d'un être humain qui aura été hybridé à une machine, sur le plan moral, posera forcément des questions. Parce qu'on imagine bien ce que cela peut faire pour le futur. Je parlais tout à l'heure de la DARPA américaine, donc le laboratoire de recherche de la défense. Il travaille beaucoup sur les exosquelettes. Les exosquelettes, c'est un progrès incontestable sur le plan technologique qui permet à des êtres humains qui sont appareillés avec un exosquelette de soulever des charges de 30, 40 ou 50 kilos sans problème pour le dos, pour les bras, pour la tête, pour rien du tout. Et par conséquent, c'est un progrès. Mais tout à fait entre nous, lorsque la DARPA travaille sur des exosquelettes, c'est pas seulement pour porter des charges de 50 kilos. On parle d'autre chose. Eh bien, il y a une hybridation homme-machine, et cette hybridation homme-machine va aboutir à la production d'un monde nouveau. Et pour finir, je vais poser une question. Ce sera la fin de mon propos. Cette question est la suivante. J'évoquais tout à l'heure la loi de Gabor, ou le principe de Gabor. Tout ce qui est réalisable techniquement sera un jour réalisé. Voilà ce qu'il dit. En 1970-80. C'est des types qui ont une vision de l'avenir exceptionnelle. Et merci à ces penseurs qui font avancer l'humanité. Eh bien aujourd'hui, par le biais de la manipulation des NBIC, et notamment de la composante informationnelle, pas seulement, mais de la composante informationnelle, eh bien on va arriver à faire quelque chose du genre, non seulement tout ce qui est réalisable sera un jour réalisé, mais tout ce qui est réalisable deviendra moralement souhaitable, par le biais d'un marketing informationnel hyper sophistiqué,
Et ma dernière réflexion est celle-ci, je fais référence à Régis Debray, que tout le monde connaît. Il a beaucoup produit dans tous les domaines, c'est un penseur complexe. Nous l'avons d'ailleurs invité, comme toi, à la Grande Loge de France, Pascal. Il écrit dans un de ses textes, il dit « La médiasphère », et on pourrait remplacer le terme médiasphère par technosphère. Mais prenons, la médiasphère, tel qu'il le dit, la médiasphère est un environnement pour les hommes comme la biosphère est l'environnement des animaux. Et sa conclusion est la suivante. Les animaux vivent dans la biosphère et sont immergés, immersion. Ils en sont dépendants, dépendance, et ils y sont soumis. Les animaux sont soumis à la nature, ils ne la transforment pas, sauf les castors, bien entendu, et d'autres exemples, et les grands singes. Parce que là, je me fais allumer en général, parce qu'il me dit « tu ne respectes pas, c'est les chimpanzés ». J'ai beaucoup de respect pour les chimpanzés, les bonobos et tous les mammifères. Ce sont nos frangins de l'évolution. Oui, oui, mais je suis d'accord avec ça. Non, mais le fait que je dise ça ne signifie pas que je les qualifie d'une certaine manière. Eh bien, la technosphère est en train de faire de nous, et là il faudrait une révolte de nos libertés, car nos libertés sont sollicitées à chacun de nos clics sur nos ordinateurs. Et aujourd'hui même, à chaque déplacement de la souris. Ils n'attendent même plus que ça clique pour savoir où nous voulons aller. Eh bien, la technosphère, aujourd'hui, est devenue l'équivalent de la biosphère pour les animaux. Nous y sommes immergés, nous en sommes dépendants. Il y a millions d'exemples, et nous allons nous y soumettre progressivement. Sauf si on se réveille. J'ai dit. Merci.